Ma première réaction, ça a été la surprise. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu la technique qui avait été employée, la merveille graphique. Et là, j'ai été ému, j'avoue, j'ai eu les larmes aux yeux, ce qui m'arrive quasiment jamais. Et j'ai été très ému. Quand je suis descendu pour la première fois à Lascaux, dans la grande salle, je suis resté absolument stupéfait, sans voix. Je trouve que c'est tellement beau, que c'est tellement net, que c'est tellement bien fait. On se dit, mais c'est pas possible que ça ait 25 000 ans, quoi. Il y a quelque chose qui se passe même à travers des dizaines de milliers d'années entre ce que eux ont trouvé beau et ce que nous trouvons beau, nous, aujourd'hui. C'est cette même beauté, finalement, qui traverse des temps aussi longs. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment émouvant. Les traditions se sont conservées alors qu'il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas... Comment est-ce qu'on a pu conserver ces traditions pendant aussi longtemps? C'est quelque chose de fantastique que je ne connais pas la moindre explication. Quem eram estes homens diante da escrita, que deixaram por toda a eternidade os seus pensamentos livres nas cavernas tenebrosas? Estes frescos são obras de homens ou de mulheres? Ou serão de ambos? Ce sont des gens qui nous ressemblent, pas seulement physiquement, mais même mentalement. Si on rencontrait un homme de Cro-Magnon aujourd'hui et qu'on lui mettait un chandail et des Nike aux pieds, peut-être qu'on ne verrait pas la différence, peut-être. Os filhos de Cro-Magnon somos nós. Somos todos filhos de Cro-Magnon. A sua morfologia é como a nossa. O nosso cérebro não é mais desenvolvido do que o deles. Tal como nós, também eles deviam sentir alegria, tristeza e deviam pensar na sua existência. Eles são parecidos connosco. Nós somos parecidos com eles. Ce qu'on connaît de ces sociétés, ce sont leurs objets qui se sont conservés. Donc les objets en pierre ou les objets en matière dures animales, en os, en bois de renne, etc., qui se sont fossilisés. Alors après, bien sûr, on essaie de faire parler ces objets le plus possible. Pour les hommes modernes, on essaie aussi de faire parler les œuvres d'art le plus possible. Mais ça ne nous permet pas de savoir exactement comment fonctionnaient ces sociétés, notamment du point de vue de la répartition sexuelle des tâches ou des rôles. Há 36 mil anos, todo o norte da Europa estava coberto de gelo. A sul de Paris havia uma tundra árida na qual corriam mamutes, rinocerontes lanosos, leões, que ainda não tinham juba, e renas. Estas populações de animais desapareceram dos nossos países quando o gelo derreteu há 10 mil anos. Os homens de Cro-Magnon percorriam estas charnecas subsistindo da caça, da pesca e do que colhiam. Durante séculos ornamentaram centenas de cavernas profundas para exprimirem as suas questões existenciais. Quando entramos nas entranhas da Terra, vivemos uma inquietude surda que impõe a questão fundamental da nossa posição no mundo. Não tem nada a ver com encontrar um Deus. É simplesmente o sentimento de respeito pela beleza e pela autoridade da natureza. Não é surpreendente que os homens pré-históricos tenham pensado a sua espiritualidade nestas catedrais de pedra. Isto não é a marca de uma civilização que está a construir-se. É antes a imagem de uma cultura plena. Estas cavernas permanecem imutáveis há dezenas de milhares de anos. Aqui vivem fantasmas.
L'un des phénomènes les plus singuliers de l'homme de Cro-Magnon, c'est sa production esthétique. C'est l'art du Paléolithique. On est là pendant une période qui s'étend entre 35 000 avant notre ère et 9 000 avant notre ère. Et pendant cette période importante, l'homme de Cro-Magnon va développer un grand art, un art qui se réalise sur les parois, dans les grottes. Il va coloniser un certain nombre de réseaux souterrains et y réaliser un art absolument somptueux, absolument extraordinaire. C'est pas n'importe quelle figure qu'on a recopiée, en fait. C'est des figures qui sont transformées. On a en fait une traduction de la réalité par une traduction graphique. Donc en fait, je pense que c'est des artistes qui ont intégré l'art du dessin et qui après ont transformé ce qu'ils voyaient dans la réalité en un art, en quelque chose qui est différent. C'est pas juste une vache, c'est pas juste un auroch qu'on voit là, c'est une traduction par quelqu'un, et quelqu'un qui a voulu y mettre quelque chose. C'est pas un art comme on entend l'art avec un grand A aujourd'hui, dans cette liberté de l'art contemporain, en réaction à la société, tout ça. Il y a vraiment eu une traduction de je vois une image, je la prends, et je vais la faire ressortir d'une autre façon, grâce au dessin. Ce grand art pariétal comprend un certain nombre de thèmes. Et curieusement, ce sont des thèmes qui vont se répéter pendant de nombreux millénaires de façon régulière. Dans ces thèmes, il y a d'abord des animaux qui forment, je dirais, la colonne vertébrale de cet art pariétal. Il y a des grands signes. Il y a des thèmes d'humains, ou plus exactement des représentations anthropomorphiques. Anthropomorphiques parce que toutes ces représentations n'appartiennent pas à de vrais humains. Et à côté encore de ces représentations humaines, on a des thèmes très spécifiques, très particuliers, comme celui de la main négative. Primeiro admiramos. Só depois vêm as questões. Será que tudo isto tem sentido? O que haverá para compreender? Lorsque nous, que je dis nous, ce sont les préhistoriens, nous regardons cet art, nous voudrions bien l'expliquer. Et souvent, on nous pose des questions. À quoi ça servait? Pourquoi qu'il a fait, etc. Et le plus souvent, nous ne pouvons pas répondre, ou nous pouvons avancer des hypothèses. Ces dessins qui ont tant de milliers d'années, qui nous parviennent, qui nous parlent à nous, qui suscitent à nous des sentiments, ce n'étaient peut-être pas et probablement pas les sentiments qui suscitaient chez les gens de l'époque. Ça veut dire qu'il nous faut les regarder avec admiration, et également avec prudence. On imagine que cet homme de Cro-Magnon est une sorte de bon sauvage et que ce bon sauvage a énormément de temps à perdre parce qu'il vit dans un milieu qui n'est pas très complexe et donc pour tuer le temps, il invente la représentation. Il voit les mammouths, il représente le mammouth, il voit des bouquetins, il représente les bouquetins. C'est ce qu'on a appelé dans l'histoire de la discipline la théorie de l'art pour l'art. Un art qui aurait été fait pour lui-même et au fond pour se distraire. Et puis, en 1879, on trouve dans une grotte qui va devenir célèbre et qu'on appelle la grotte d'Altamira en Cantabrie espagnole, on trouve un plafond qui a été entièrement peint. Il s'agit de représentations qui font plus d'1 mètre, qui font même plus de 2 mètres pour certaines. Et donc, il faut imaginer que ces hommes sont rentrés dans des endroits qui sont extrêmement incommodes, qui sont difficiles d'accès. Et donc, imaginez que la théorie de l'art pour l'art permet d'expliquer ces décors pariétaux ne satisfait plus. Et donc, à ce moment-là, la représentation que l'on va proposer est celle d'une représentation, d'une figuration
qui permet d'envoûter l'animal. Envoûter pourquoi? Tout simplement pour assurer les chasses fructueuses du lendemain. Et donc on dessine un bison parce que c'est le bison qu'on va chasser le lendemain, ou on dessine un cheval parce que c'est le cheval qu'on doit chasser. C'est désormais la magie de la chasse qui va permettre d'expliquer ce réseau de représentation extrêmement complexe. Mais en même temps, les animaux qui sont représentés ne sont pas des animaux qui sont figurés en fonction des seuls impératifs de la magie de la chasse. En effet, il y a des thèmes largement privilégiés. Alors d'une part, il y a le cheval qui apparaît comme un animal pivot, un animal central autour duquel s'organisent d'autres thèmes figurés. Et puis, il y a des bisons qui viennent prendre place dans les compositions aux alentours de ce cheval. Il y a donc de véritables compositions dans l'art. On ne peut donc plus penser que l'art est réalisé simplement par des chasseurs, puisqu'il y a des compositions. Et ces compositions donnent une construction symbolique à la grotte ornée. Todas as abordagens são interessantes, mesmo não passando de hipóteses. Elas mostram perspectivas enriquecedoras para a compreensão da arte das cavernas. Ces gens étaient des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que leur vie tournait essentiellement autour de la chasse, et les animaux jouaient un rôle majeur dans leur monde. Donc, qu'ils aient choisi des images animales pour représenter leur dieu, d'une certaine façon, c'est assez logique. Alors, ceux qu'ils ont dessinés, en très grande majorité, ce sont des animaux de manière naturaliste, c'est-à-dire comme ils les voyaient dans la nature. Et quelquefois, ils ont dessiné des animaux qui avaient des attributs d'autres animaux. Et ils ne se trompaient pas, ces gens-là. S'ils l'ont fait, ils l'ont fait exprès. Ils pouvaient avoir eu un sens, par exemple, un animal qui a des caractéristiques appartenant à deux espèces différentes pouvait avoir les qualités de ces deux espèces. Il pouvait avoir un rôle extrêmement important parmi les esprits surnaturels auxquels il croyait. C'est pourquoi certains auteurs ont pensé que les dessins qui nous sont parvenus ont été faits dans le cadre, ou peuvent avoir été faits, dans le cadre d'une religion de type chamanique. Moi, j'ai pensé que ça tenait la route, c'est pas du tout impossible. C'est beaucoup plus logique que tout ce qui a été inventé jusqu'à maintenant. Dans les cultures que nous connaissons, il y a des dieux, et ces dieux, ils sont dans le ciel, ils sont ailleurs, et les hommes s'adressent à eux pour en obtenir des bienfaits. Bon. Mais ils ne les voient pas, ils ne s'attendent pas du tout à ce que les dieux leur répondent. Dans le chamanisme, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les esprits sont quasiment à portée de main. On fait des cérémonies qui permettent d'entrer en contact directement avec ces esprits et de façon courante, c'est-à-dire que tous les chamans entrent en contact avec leurs esprits. Et ça se passe dans les deux sens, c'est-à-dire que quelquefois le chaman va dans le monde surnaturel et quelquefois c'est le monde surnaturel qui vient à lui. Le puits de Lascaux, c'était un lieu qui devait avoir une puissance particulière. Nous avons un homme qui a une tête d'oiseau, qui tombe à la renverse, et il y a un bison qui le charge, qui le tue, et ce bison perd ses entrailles, et il y a un oiseau qui est perché sur un bâton. Alors, je pense que tout cela a trait à la mort. Il y a la mort de l'homme et il y a la mort du bison. Mais il y a également le fait que l'homme a une tête d'oiseau. Et l'oiseau, dans le chamanisme, symbolise très très souvent l'envol de l'âme. Or, l'oiseau est représenté deux fois. A arte rupestre parece falar do além. Então,
como é que os homens de Cro-Magnon encaravam a morte? Teriam rituais, práticas fúnebres para acompanhar o defunto? On connaît aujourd'hui environ 380 grottes ornées. Et les dispositifs ornés en relation avec la mort sont extrêmement rares. En fait, quand il y a des éléments funéraires dans un site orné, le plus souvent, les deux ne sont pas en relation. On peut penser que la majorité des défunts n'étaient pas mis en terre. La sépulture étant donné la période que l'on considère un phénomène qui est rare. Ceux qui ont droit à un traitement particulier peuvent être soit hommes, soit femmes, soit jeunes, soit âgés. Et donc on peut penser qu'il y avait déjà une structuration sociale, qu'il y avait peut-être aussi un statut qui se transmettait, par exemple, par voie de sang. Le jeune prince des Arénées Candides en Ligurie est accompagné de 4 superbes bâtons percés en bois d'élan. Il y a des pagnes en coquillage, il y a des vêtements qui sont faits dans des perles d'ivoire de mammouth. Et donc, il y a un mobilier funéraire qui est important, prestigieux. Mais tout en même temps, c'est vrai que on constate que certains défunts se trouvent dans une dans une position qui n'est pas naturelle. Il y a clairement un grand nombre de défunts qui sont disposés en flexion forcée et qui ont dû évidemment être immobilisé après le décès dans cette position qui est complètement ramassée. Le défunt a dû être emmailloté ou ligoté. Et puis il y a d'autres défunts qui sont aussi immobilisés avec des blocs qui ont été posés sur la poitrine ou sur les membres. Et donc tout à la fois le défunt est soigné, on lui donne un mobilier prestigieux, mais en même temps, il doit avoir été craint. Les gens qui faisaient les décès étaient choisis. Et ils étaient choisis pour leur capacité de dessinateur. Mais si on les choisissait, on devait leur enseigner les légendes, les croyances de la tribu, on devait leur enseigner ce qu'il fallait dessiner, etc. Si on a des gens qui, à l'époque des groupes de Cro-Magnon, sont formés à l'art graphique, il faut pouvoir transmettre cet art. Il faut être formé et donc il faut un système d'écolage et ces gens doivent intégrer des principes de codification. Ça veut dire que non seulement il y a un écolage, mais qu'il y a aussi une transmission qui se fait dans le temps, parce que cet art des cavernes, il s'est maintenu avec ses principes de codification pendant de nombreux millénaires. On sait aujourd'hui que les modes artistiques changent très rapidement, qu'aujourd'hui, on ne dessine plus comme Rubens et même plus comme Van Gogh, qu'en quelques dizaines d'années, les modes, les façons de peindre changent et on s'aperçoit que pendant plus de 20 000 ans, on a peint d'une façon pas égale, mais très voisine, de sorte que quelqu'un qui voit les grottes de Lascaux et les grottes de Vallon-Pont d'Arc reconnaît une certaine analogie dans le dessin, dans le choix des animaux qu'on emploie. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Ce qui est extraordinaire, c'est dans cet art, c'est vrai qu'il y a une uniformité générale, mais c'est très très riche au niveau technique et au niveau stylistique aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dessins qui sont en ligne simple. C'est juste le contour de l'animal et rien d'autre. Et puis à côté de ça, il y a Chauvet où on a du relief, où on a des dégradés, on a de l'estompe. Et donc en fait, c'est vrai que dans tout l'art du paléolithique supérieur, on retrouve cette utilisation du relief, on retrouve beaucoup de choses qui sont communes, mais on trouve aussi des spécificités qui sont à un site ou dans un site différentes manières de dessiner.
É uma arte primitiva que nos parece imediatamente perfeita. Os homens de Cro-Magnon dominavam o preenchimento das formas com esfuminha para dar volume ao animal. Para indicar profundidade e sobreposição dos planos. As partes não pintadas distinguiam o animal em primeiro plano do animal no fundo. Quando duas cabeças estão coladas ao mesmo pescoço, podemos ver o movimento. Várias linhas separadas indicam o número de indivíduos, como nas nossas bandas desenhadas modernas. Estes leões da caverna de Chauvet foram pintados de um só traço. Não havia modelo vivo para fazer pose. O artista tinha tudo isso nos olhos e nos dedos. É uma arte coerente e soberana, comparável à de Caravaggio ou de Picasso. La question du style, c'est vraiment intéressant en art pariétal parce qu'en fait, c'est une question qui a été posée dans sa globalité, mais ça a été traité par des archéologues. Ils ont regardé ces figures comme des artefacts, comme des preuves de... Voilà, ça peut nous donner des informations sur la société, sur ce qui se passait. Et ils n'ont pas vraiment analysé l'image en tant que telle et ce qu'elle pouvait nous dire, au-delà d'établir des grandes stylistiques globales. Et donc aujourd'hui, il se pose la question de est-ce qu'on peut intégrer la question de style en art pariétal? En histoire de l'art, on sépare le style collectif et le style individuel. Le style collectif, c'est un style qui va englober... c'est une période qui englobe plusieurs artistes. Et donc, par exemple, les primitifs flamands. Primitifs flamands, il y en a plusieurs qui sont très connus. Et on se met d'accord pour dire qu'ils ont... globalement, il y a quelque chose de commun dans leur façon de faire, dans la façon de gérer l'image. Mais on a des particularités personnelles. Et c'est pour ça qu'on a fait de l'attribution. Le concept de l'attribution, c'est qu'on peut reconnaître la main d'un artiste, le geste, par sa gestion formelle, donc sa gestion des formes, la façon dont les parties du corps s'imbriquent dans le corps, et la gestion du tracé, de la façon dont on gère les lignes de contour, le style. Et alors l'avantage de ça, c'est qu'on va toucher à la personne. Et ça, en préhistoire, c'est incroyable, parce que on a cette énorme période, c'est tellement long en fait que c'est très difficile à réaliser, à concevoir. 25 000 ans, qu'est-ce que c'est? Nous, on est là avec 2000 ans, on est là toute l'histoire énorme. Et là, on est sur 25 000 ans. Et donc sur 25 000 ans, si on fait de l'attribution, alors on est sur la vie d'un artiste, on est à l'échelle d'une vie humaine. C'est-à-dire 60 ans par rapport à 25 000, quoi. Donc on est vraiment au plus proche de cette société, de ces individus. Eram nómadas e avançavam com mulheres e crianças em pequenos grupos cautelosos entre rinocerontes lanosos e mamutes. Cabelos ao vento. Eles caminhavam pela charneca, transportando algumas ferramentas fáceis de carregar e armas para caçar. Era preciso aproximar-se do animal para que a arma de arremesso fosse bem lançada e mortal. Era uma aventura perigosa na qual as mulheres que participavam na perseguição ficavam à parte no momento de matar, como ainda é prática em algumas tribos de caçadores atuais. As primeiras descobertas de elementos pré-históricos datam do século XIX. Os historiadores da pré-história da altura eram todos homens. Viram a mulher Cro-Magnon através da visão machista da época. Essa visão redutora da companheira do homem prevaleceu até recentemente, enquanto o corajoso caçador que alimentava o grupo ficava com o papel de herói. Alguns pensam hoje em dia que eram as mulheres quem fornecia a maior parte da alimentação do grupo através da colheita e que eram consideradas iguais aos homens. Pour ce qui est des représentations humaines dans l'art préhistorique, la plupart des représentations ne sont pas sexuées, mais quand elles sont sexuées, elles sont plutôt féminines. Elles sont même très majoritairement féminines. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est évidemment difficile à interpréter, mais on sent bien qu'il y a quand même une différence d'approche là, au niveau des figurations humaines. Dès que l'homme préhistorique a produit des œuvres artistiques, il a représenté des sexes. Il a représenté beaucoup de vulves et quelques phallus. On sent bien qu'à partir du moment où l'homme produit des images, il produit des images liées à la sexualité, à la féminité, à la maternité, à la fécondité.
On a aussi quelques objets qui évoquent les âges de la vie et une réflexion justement sur la vie, le temps qui passe, la mort, donc forcément sur la naissance, la sexualité, ce genre de choses. Le thème de la femme constitue un véritable thème iconographique, exactement comme d'autres thèmes dans l'art pariétal. C'est un thème iconographique qui est distribué dans toute l'Europe, du sud-ouest de la France jusqu'à y compris en Russie, dans la plaine russe. Cette représentation féminine est reproduite. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un thème iconographique? Tout simplement parce que les représentations répondent au même canon, au même schéma formel. Donc les caractéristiques de ces figures sont toujours à peu près les mêmes. Il y a à peu près 25 000 ans, on a des statuettes féminines qu'on a surnommées les Vénus. Et ces statuettes montrent vraiment toujours les mêmes caractères. On a des femmes pour lesquelles on ne s'intéresse pas beaucoup ni à leur visage, ni à leurs membres, leurs bras, leurs jambes. En revanche, on met vraiment l'accent sur les caractères sexuels ou peut-être les caractères maternels, c'est-à-dire la poitrine, le ventre, les cuisses, les hanches, les fesses. Et ce sont vraiment presque des archétypes de femmes grassouillettes, grasses ou de femmes enceintes peut-être. Un peu plus tard, au Magdalénien, aux alentours de 15 000 ans, là, on a un groupe de représentations féminines très différents. Ces représentations féminines sont beaucoup plus sveltes, beaucoup plus minces, et on a l'impression qu'on met plus l'accent sur les caractères de la féminité que sur les caractères de la maternité. C'est difficile de dire si les Vénus sont des portraits ou correspondent à des canons de beauté qui seraient vraiment des canons de la société paléolithique ou davantage des canons qui seraient liés à des croyances, à des rites ou à des mythes. C'est possible qu'on ait un regard très différent entre les populations d'il y a 25 000 ans et les populations d'il y a 15 000 ans. Il faut dire qu'il y a quand même 10 000 ans d'écart entre eux. Il y a presque autant de temps entre eux qu'entre les Magdaléniens d'il y a 15 000 ans et nous. Donc beaucoup de temps s'est écoulé entre ces deux groupes de statuettes féminines. Descoberta em 1864, a Vênus dita impúdica deve o seu nome talvez ao puritanismo do final do século XIX. Esta não é nem inconveniente nem libertina. Apenas expõe a sua feminilidade há milhares de anos como outras Vênus mais contemporâneas. Essas mulheres contentam-se com ser para grande glória da beleza feminina. Les hommes préhistoriques nous donnent l'impression qu'ils réfléchissent, ou en tout cas qu'ils s'intéressent à la féminité. Alors peut-être aussi aux sentiments amoureux. C'est une impression que l'on a, nous, hommes modernes, mais en tout cas, c'est vraiment une impression prégnante que l'on a, par exemple, en regardant La Dame à la capuche. On a toujours le sentiment du regard amoureux de l'homme préhistorique, si c'est bien un homme qui les sculpte, qui les façonne, sur la femme préhistorique. Je me dis toujours, quand je manipule ces objets, que des hommes ou des femmes les ont manipulés il y a 15 000 ans, il y a 25 000 ans, il y a 35 000 ans. C'est toujours cette profondeur du temps que je trouve très émouvante. Há 15 000 anos de diferença entre as pinturas da caverna de Chauvet e as de Lascaux. Os mesmos que há entre Lascaux e nós. Como imaginar uma duração de 15 000 ou 30 000 anos? A nossa breve passagem pela Terra dá-nos poucas perspectivas para nos projetar na pré-história. L'origine du temps part d'abord de cette perception et de cette question d'où venons-nous. Il est toujours relié aux origines, la quête des origines. C'est toujours cette curiosité de l'être humain devant le fait qu'un beau jour de sa vie, il réalise qu'il existe, qu'il est là, il peut se regarder dans le miroir, et puis se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois là? C'est ça, je pense, qui est l'origine de cette notion de temps. Est-ce qu'il y a un rapport entre le temps et ce qui s'y passe? Il y a dans la tradition chrétienne et dans beaucoup d'autres traditions l'idée qu'il fut un temps où il n'y avait rien. Et puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose. C'est ce qui s'appelle la création. Eh bien, c'est une idée purement spéculative, purement mythique.
Parce que comment pouvons-nous dire, comment pouvons-nous penser qu'il y eut un temps où il n'y avait rien? Il est difficile d'imaginer qu'à un moment donné, il n'y avait pas de temps, puis que tout d'un coup, le temps a commencé. Vous voyez bien, ça ne tient pas debout. Donc, vous êtes obligé de dire, eh bien là, c'est quelque chose qui me dépasse. Je suis dans le temps, je sens le temps, mais je ne peux rien dire de plus. L'art n'a pas besoin d'explication, voire qu'il vaut mieux qu'il n'en ait pas d'explication. C'est vrai, quand on commence ce métier, on cherche l'explication. Et à mesure où le temps passe, on s'en dégage. Donc, il me paraît de plus en plus important de se laisser gagner par la fascination d'une image ou dans une situation telle que celle-ci, dans une grotte, que d'en chercher une éphémère et aléatoire signification. Donc j'ai laissé tomber l'ambition de l'analyse pour revenir à la puissance de la fascination. Tão comoventes como as pinturas, estas impressões de mãos contam histórias de seres humanos desaparecidos há dezenas de milhares de anos. Será a marca de uma pessoa que afirma a sua existência na Terra ou será uma mensagem transmitida? Les mains positives et négatives n'ont pas été faites simplement pour laisser une trace, et pas du tout. La main négative, c'est on met la main sur la paroi, on crache la peinture, on se prend de la peinture à la bouche, on la crache, vous l'enlevez, vous avez la main négative. La main positive, c'est vous mettez la peinture sur la main, vous appliquez la main sur la paroi. Et il y a un endroit où il y a une petite main négative qui appartient à un gosse de peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Une petite main, et cette main est tenue, elle est tenue par une main d'adulte. Donc ça, c'est pas du tout, je passe par là, je laisse ma trace, une signature. Vous voyez, c'est pour que le gosse capte le pouvoir surnaturel de la paroi. Ce n'est pas le motif lui-même qui compte, mais l'action de faire ce motif, le fait d'attoucher la paroi et de réaliser cette action, et elle est complexe pour la main négative, avait un sens. On voit que contrairement aux figures animales qui exploitent souvent des reliefs de la paroi, les mains négatives, au contraire, ont été disposées dans des espaces qui sont légèrement en creux. Et dans ce cas-là, la paroi fonctionne de manière inverse par rapport aux animaux. Elle sert en quelque sorte d'écrin pour recevoir cette image de main. Pour eux, très vraisemblablement, la paroi, c'était le voile qui les séparait du monde surnaturel. Quand ils allaient dans ces grottes profondes, ils avaient des torches. La lumière est beaucoup moins forte que si vous avez une lampe électrique. Et surtout, elle bouge. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous avez votre lumière qui bouge et qui jette des ombres sur les parois. Les parois deviennent vivantes à ce moment-là. Ça devient mystérieux. Ça veut dire que les gens qui allaient dans ces galeries profondes, avec ces lumières fluctuantes, recherchaient des formes animales. Et il les complétait pour entrer en contact avec les esprits. Donc la paroi avait une importance capitale. Toda a arte rupestre resulta de jogos de sombras e de luz. Algumas figuras só ficam completas se a sombra projetada terminar o traço. O pequeno bisonte mal se vê até que a iluminação adequada venha desenhar o dorso.
As figuras foram muitas vezes adaptadas à forma da rocha, de maneira a dar-lhe volume e força. Os pintores serviram-se muitas vezes das saliências da parede para fazer as patas dos animais. A cor escura da rocha representa um rio que alguns cervos atravessam com um comportamento característico. Estes homens tinham sentido de oportunidade e um conhecimento enciclopédico do universo subterrâneo, ao mesmo tempo que possuíam uma visão de caçadores sobre os animais. Nous sommes ici dans la grotte del Castillo et il y a un pilier avec une forme naturelle qui a été exploitée, comme c'est souvent le cas dans, pour les représentations animales, une forme naturelle qui a été exploitée pour figurer la ligne de dos, la cuisse, la queue et les membres postérieurs d'une figure qui se donne apparemment comme un bison, mais qui n'est pas un bison. Si on examine de près la gravure dans le prolongement de la partie antérieure, on s'aperçoit que la partie postérieure a été finement gravée. Il ne s'agit pas de pattes de bison, mais de jambes et de pieds humains. C'est ce qu'on appelle une créature composite, sauf que dans ce cas-ci, elle est anthropomorphe et donc elle est à la fois homme-bison. Homme-bison qui est donc produit pratiquement pour une large part par le relief naturel, et puis l'ombre projetée sur la paroi reproduit à l'identique le motif de l'homme bison. Ça montre effectivement que les gens qui ne vivaient bien entendu pas dans les grottes, que les gens qui y entraient avaient une connaissance fine des endroits et fine des reliefs aussi, fine des particularités morphologiques de ces grottes. Em todas as culturas, o mundo subterrâneo é o mundo dos mortos e dos espíritos. Entramos nele de forma prudente. Então o que os levou a entrar nestes espaços lúgubres, onde o tempo parece ter parado? Por que é que estes homens, munidos apenas de lamparinas de gordura e de tochas rudimentares, quiseram dominar a arquitetura assustadora dos labirintos obscuros para consagrar a sua arte? A atração do desconhecido? A emoção da aventura? Ou a esperança de aí encontrar contacto com as forças poderosas do além? Tout ce que l'on peut dire, c'est que tout ce qui était difficile fut réalisé, précisément parce que c'est difficile. Une pyramide, par exemple, ou un temple éthiopien construit dans la roche, ou aller sur la Lune, sont autant d'entreprises impossibles, entre guillemets, au départ. Et dans le fond d'une grotte, c'est évidemment une situation difficile aussi et dangereuse. De telle sorte que si on en sortait, on pouvait réaliser une sorte d'exploit. Donc, s'y trouver et réaliser des œuvres et en survivre, en ressortir, signifie que nous avons surmonté les dangers. Exactement comme pour aller sur la Lune, nous sommes capables de se confronter à des difficultés telles que d'autres espèces n'auraient pas pu faire, et en plus d'y apporter un signe. Donc c'est cet acte-là qui est la marque de l'esprit humain. Il est fondamental. Moi, je pense que quand ils allaient dans une grotte, ils devaient essayer de se mettre à l'écoute de la grotte pour ne pas aller à l'encontre des esprits qui s'y trouvaient. Il devait penser, comme on le trouve partout dans le monde, il devait penser qu'il y avait des puissances surnaturelles qui avaient une influence à la fois sur les animaux, sur le climat, etc., sur eux-mêmes. Para aceder à Sala Negra, local onde parecem concentrar-se todas as energias da caverna de Niu, temos de caminhar na obscuridade durante cerca de 20 minutos.
Há sinais que durante o percurso nos dão a esperança de estarmos no bom caminho, mas são raros. Le Salon Noir est un lieu tout à fait spécial à Nyon. C'est un fond de galerie. Et un fond de galerie, on pouvait penser que ça donnait sur d'autres mondes. Les gens qui y allaient, ils avaient une volonté très forte d'entrer en contact avec les puissances surnaturelles pour que leur vie, toujours pareil, hein, pour que leur vie en soit meilleure. Mais surtout, à mon avis, au Salon Noir, il y a un écho, il y a un son qui réverbère. Et ça, les gens, vous savez, ils chantaient, ils parlaient, ils criaient, ils s'en sont aperçus, bien entendu. Nous avons beaucoup marché là pour se rendre compte que finalement, nous sommes dans une cathédrale naturelle. Il est évident que la disposition de la salle attirait le sanctuaire. Il est évident aussi qu'il y avait besoin pour cette cérémonie de ce type de disposition. Ces cérémonies sont à la fois publiques, elles sont accompagnées de chants, donc de musique. On a retrouvé de nombreuses fois des instruments tels que les flûtes, les sifflets, mais aussi les rhombes qui permettaient de créer cette atmosphère musicale. Le rhombe est un instrument extrêmement puissant qui évoque l'âme, qui va faire parler les âmes, qui sont la voix des esprits. Et j'imagine, c'est une supposition, qu'il était utilisé également dans les grottes décorées et donc que nous avions une forme d'opéra à la fois par la musique, la résonance et par les peintures mythologiques qui se trouvaient inscrites sur les parois. Ce que l'on peut penser, c'est qu'il devait y avoir une certaine intégration de spectateurs. C'est-à-dire que ces figures, en tout cas certaines d'entre elles, ont été faites pour être vues. Il y a aussi une cohérence dans la distribution des motifs. Par exemple, si on considère la grotte de Lascaux, il est évident que les deux premiers espaces, la salle des taureaux et le diverticule axial, ont été choisis pour intégrer ces énormes compositions et qui amènent le spectateur vers le second espace. Et donc, le document, ce n'est pas le cheval qu'on arracherait de la paroi ou le bison qu'on extrairait du support rocheux, mais le document esthétique, c'est la grotte elle-même avec la morphologie de la paroi et la disposition du réseau. Les figures aussi ne sont pas disposées n'importe comment. Autrement dit, il y a une véritable mise en forme de la figure. Et cette mise en forme répond à un système. Donc les figures sont articulées de manière signifiante les unes par rapport aux autres. Il y a une mise en sens. Les figures sont disposées de telle sorte qu'elles aient une présence par rapport au spectateur. Il y a une mise en forme. Et les figures intègrent les principes morphologiques, la structure morphologique du réseau. Il y a une mise en scène.
O que viram os artistas da caverna de Chauvet para centrar o painel dos cavalos à volta deste nicho? Terá sido a sua forma? Ou talvez o barulho da água que escorre desta caverna para a caverna? Qui a fait ces dessins? Moi, je pense que c'était des gens exactement comme nous. Donc, de temps en temps, il y en avait un ou une qui était très doué pour le dessin. Ce n'est pas n'importe qui a fait les dessins. Essayez de faire les dessins de Nio. N'importe qui d'entre vous, vous verrez que ce n'est pas facile. Duas artistas plásticas que participaram na produção do facsímile de Lascaux vão tentar encontrar o gesto dos artistas rupestres. Comment tu la vois, la paroi? En étant en bas, moi j'ai plutôt une figure de type cheval, éventuellement. Donc là, tu verrais quoi? Tu verrais la tête ici? Non, justement, utiliser cette concrétion pour faire le mouvement de la tête du cheval, son encolure, et partir par là pour rejoindre la croupe. Le poser au-dessus, en fait. Oui, d'accord. Même peut-être le tournoyer autour, comme ça. Et éventuellement, descendre les pattes par là. Déjà le poitrail là, du cheval ici. Oui. Déjà la bosse là qui marque l'amorce de la patte, qui descend là. Alors moi je verrais bien carrément le faire descendre jusque là, avec les sabots. On peut exagérer, c'est pareil. Si on exagère. Comme c'est vachement dur ici, peut-être juste faire un souffler un peu cette tarte-là. C'est trop ça, je vais pas pouvoir. Je peux te faire le cache si tu veux, si tu souffles. Surtout la hauteur, je vais pouvoir faire qu'à partir de là. En tout cas, ça demande plus de travail que ce que je pensais. Je pense qu'il y a plus de préparation à avoir avant de s'attaquer à une figure. Parce que là, on peint pour peindre, mais c'est vrai qu'on n'y projette pas forcément du symbolisme. Ou une intention. Ouais. Là, par exemple, c'est ce qui pourrait manquer, c'est la vie, le mouvement, l'interaction avec d'autres représentations. Enfin, c'était des super champions de l'art. Hein. Il y a à peu près 10 000 ans, nous avons un changement profond dans le comportement des humains, du moins dans certaines parties de la Terre, c'est-à-dire la sédentarisation, le fait de ne plus être seulement des chasseurs-cueilleurs, mais des agriculteurs, des éleveurs. Ça a dû représenter pour les êtres humains quelque chose qui a affecté non seulement leur pratique journalière, mais même leur façon de penser, leur façon de s'organiser, leur façon de préparer la vie. Ça s'est arrêté parce que le climat a changé. Et vous savez, si les conditions de vie changent, les croyances changent. Je pense que l'art politique était une sorte d'ère glorieuse, d'harmonie entre la nature et l'humanité, dans lesquelles l'une et l'autre ne se détruisaient pas réciproquement. Puis tout à coup, il y a eu une modification de cette relation qui a fait que l'homme a voulu conquérir toujours davantage la nature sauvage dans laquelle jusque-là il est en harmonie. Et ça c'est le point crucial.
alguns graus a mais ou a menos do eixo da Terra, uma erupção vulcânica, uma alteração climática potente e todo o ambiente se altera, levando ao desaparecimento de algumas espécies. Pensa-se que foi esse o possível fado do homem de Neandertal, e talvez seja o que nos espera. Há 10.000 anos, com o aquecimento que sucedeu à última era glaciar, a tundra transformou-se em floresta nas nossas regiões. Os grandes mamutes desapareceram e as renas migraram para norte. As populações sedentarizaram-se na planície fértil, a natalidade aumentou e os vilarejos desenvolveram-se. Com o início da pecuária e o nascimento da agricultura, os homens puderam acumular objetos e bens que os viajantes do vento não podiam levar consigo. A nova sociedade põe de parte as pinturas rupestres e deixa de frequentar progressivamente as cavernas. Os homens do Neolítico centram a sua arte e as suas preocupações espirituais em objetos comuns e na inquietação do cotidiano, uma alteração social tão importante como a da Revolução Industrial. Uma cultura magistral morreu e é agora ressuscitada ao fim de 150 séculos de obscuridade, para nossa grande alegria.